Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde intitulée Responsable RSE en agence, héros ou bourreaux? Alors on se pose la question parce qu'ils et elles sont parfois surnommés les chefs des poubelles jaunes, les empêcheurs de produire en rond, les pinailleurs de l'étiquette compostable ou les gardiens de la fiche ISO 20121. Bref, les responsables RSE en agence n'ont pas toujours le beau rôle. Et pourtant, qui d'autre pour faire bouger les lignes, décrypter les normes, calculer les impacts, inspirer, sensibiliser, poser les bonnes questions et même parfois y répondre et nous éviter de brûler des dizaines de mètres carrés de moquettes. La liste de leur mission est si longue et les enjeux si complexes qu'au cinéma, on en serait à Mission Impossible numéro 48. Toujours avec Tom Cruise, 35 ans. Leur quotidien, c'est un grand écart entre conviction et compromis. Ça tourne souvent à un numéro d'équilibriste et de souplesse. Alors ces pros de la transition sont-ils des lièvres qui foncent ou des tortues stratèges, des militants en mode tigre ou des caméléons opportunistes? J'arrête là la métaphore animalière. Levons le voile sur la réalité de leur métier. Alors, j'accueille 4 femmes qui font bouger les lignes de l'événementiel de l'intérieur. Aurore de Liancourt, Victoria Goin, Solène Moreux et Anne Roblin. Alors, je vais vous laisser peut-être les unes après les autres présenter votre agence en quelques mots et puis on reviendra après sur vos fonctions au sein de vos agences. Commençons par Aurore pour Auditoire. Bonjour à tous, donc je représente l'agence Auditoire, une communication événementielle que vous connaissez sans doute. 80 clients actifs à peu près, on organise 250 événements par an en France. Et on a des filiales à l'étranger également, mais voilà, moi je m'occupe de la partie parisienne. Anne Roblin, à côté de toi, pour Havas. Oui, bonjour. Donc, je représente moi Havas Events, qui est l'agence événementielle du groupe Havas. On travaille à peu près sur tous les domaines événementiels, que ce soit du grand public, du corporate, à l'étranger également. Nous sommes une soixantaine de collaborateurs au sein d'Havas Events. Victoria, pour Marcadet. Bonjour à toutes et à tous, Victoria Goin, responsable RSE au sein de l'agence Marcadet, une petite grosse agence, comme on aime dire, qui a 35 ans d'existence, avec une trentaine de salariés, une présence à l'international avec des filières dans le monde et des clients issus principalement du secteur du luxe. Et enfin, Solène pour Eco Events. Bonjour à tous, donc je représente ECO, c'est une agence événementielle qui crée depuis maintenant 18 ans des événements désirables et durables. Donc on essaye dans nos événements, et on le fait surtout, de créer des événements qui limitent l'empreinte carbone et qui maximisent l'héritage social positif, tout en restant désirables. On a à peu près une centaine d'événements à l'année sur du grand public, du corpo. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toutes les 4 des intitulés de postes différents. Et derrière les mots, finalement, il y a une conception, une approche de votre métier qui est différente. Aurore, par exemple, tu es Chief Impact Officer et tu me disais que le mot impact a tout son sens pour toi. Oui, on a réfléchi longuement avant de me donner ce titre. Alors, il se trouve qu'il est devenu entre-temps un peu plus à la mode et un peu plus utilisé. Pour nous, l'impact, quand on a décidé ce poste, derrière le mot RSE, il y avait quand même des contraintes, il y avait quand même des réglementations, il y avait de l'énervement, de l'agacement, de la frilosité. Et rien que le R de RSE nous posait problème. Donc on déploie évidemment une stratégie RSE, mais on a décidé d'appeler cette équipe l'équipe d'impact, parce qu'il est pour nous plus fort d'expliquer aux équipes que aller à la recherche de l'impact, c'est pas que sur les événements, c'est dans toute l'entreprise, que ce soit le service RH, les fonctions support, quelles qu'elles soient, donc sur la partie agence entreprise, mais aussi sur la partie service et production d'événements.
Ça nous permettait aussi d'expliquer aux équipes très simplement que maximiser l'impact ou minimiser l'impact négatif, c'était à la portée de tout le monde en fait, et que nous on était là pour animer la dynamique, mais qu'il n'y avait pas un responsable de la RSE en fait. On était tous ambassadeurs RSE dans une direction de l'impact qui allait donner donner ce rythme et insuffler cette dynamique. Voilà, donc c'est plus facile d'expliquer à nos équipes, dis donc, toi, tu es responsable logistique, est-ce que tu crois que tu peux créer de l'impact positif sur ton événement? Est-ce que tu crois que tu peux minimiser une certaine partie de l'impact négatif? Et voilà, du coup, on a essayé de définir les choses comme ça et ça marche plutôt bien. Anne, tu es directrice des productions et de l'engagement, donc il y a une double casquette et le mot engagement en plus. Tout à fait. C'est assez récent. On a choisi d'intégrer tous les sujets RSE, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, au sein de la production. Parce que moi, mon grand rêve, c'est qu'à un moment, il n'y ait plus de direction RSE, que ça fasse partie de l'ADN même des entreprises. Donc, le fait de pouvoir regrouper ces deux temps forts, moments forts de nos métiers, que sont la production des événements, puisque nous sommes des agences de production d'événements, et notre engagement à les produire mieux et de façon plus responsable, ça faisait sens de regrouper ce poste et d'avoir une double casquette. Solène et Victoria, vous avez cette appellation responsable RSE. Solène, toi tu me disais c'est l'aspect sociétal qui te paraît avoir beaucoup de sens dans ce terme. Oui, tout à fait. En fait, le terme RSE, il a été galvaudé et utilisé à mauvais escient à de nombreuses reprises. Toutefois, ce que je trouve intéressant, c'est le sociétal qui résume finalement les enjeux sociaux et environnementaux et auxquels on doit répondre pour la société. Et ce R, au contraire, de RSM, je trouve qu'il est très pertinent puisque c'est la responsabilité. Et en tant qu'acteur, quelle responsabilité on a par notre activité, quel héritage on laisse. Et on doit avoir cette responsabilité et on doit se poser ces questions. Et donc, c'est de remettre au centre la responsabilité de chacun. Et Victoria, de ton côté, qu'est-ce que toi tu entends dans le terme responsable RSE ? Moi, du coup, je partage la vision de Solène. Moi, je pense que c'est un terme classique qui est rentré dans les mœurs, qui est compris par l'ensemble des parties prenantes. Donc, voilà, faisons classique, faisons ça bien, en tout cas. Alors, au-delà de l'intitulé du poste, on va parler de votre positionnement au sein de vos agences. Voilà, comme ça, l'annonce est passée. Et je vais vous proposer un petit jeu, comme l'intitulé de la conférence, c'est « Héros ou bourreau ». À chaque fois, je vais vous donner le choix entre deux termes pour introduire les différents sujets dont on va parler. Pour votre positionnement au sein de vos agences, premier choix, est-ce qu'il faut convaincre la tête ou les jambes? Solène? Bon, la tête. Parce qu'une fois que la tête est convaincue, les jambes, elles avancent. Aurore? Alors d'abord la tête, mais beaucoup les jambes et la tête. Anne? Oui, je confirme, la tête, mais aussi les jambes pour pouvoir avancer. Et Victoria? Tout est dit, la tête et les jambes aussi, quand même, très importantes sur le terrain. Ouais. Aurore, je vais revenir sur ce que tu disais. Donc, finalement, il y a un va-et-vient entre plusieurs dimensions. Mais bon, plus sérieusement, qui est-ce qui a le plus besoin d'être stimulé? Aujourd'hui, les managers. Les jeunes générations sont sorties de l'école avec des diplômes un peu plus précis, avec des centres d'intérêt plus dans cette mouvance. Mais les managers, ils ont 30 ans de métier. Donc ils pensent qu'ils sont super. Sauf qu'ils ne veulent pas apprendre à faire différemment. Et puis c'est tellement facile d'appeler l'équipe RSE Impact à la rescousse quand on a une question dans un appel d'offres. On va appeler Aurore, elle va vous répondre. Là où le junior, le dernier arrivé, saurait improviser.
Donc moi, aujourd'hui, ma difficulté, c'est l'encadrement. C'est-à-dire que j'ai le soutien de la direction, c'est complètement infusé dans les bases métiers. Voilà, on a beaucoup de juniors très impliqués. Mais clairement, là, ma difficulté, c'est d'embarquer les managers. On a plein de façons de le faire, mais il faut un peu se battre. On va y revenir sur les façons de faire. Anne, de ton côté, si on te dit « vas-y, on te suit », et que tu regardes derrière toi, est-ce qu'il y a du monde finalement? Alors, je suis la première. Je suis tout devant. Non, je rejoins Aurore dans le fait que les jeunes générations sont plus impliquées, plus intéressées, pour une partie. Qu'il y a des habitudes prises de travail qui sont extrêmement difficiles à changer. La direction doit être moteur dans ces changements, c'est extrêmement important, mais vraiment moteur. Je veux dire, il faut y aller, il ne faut pas juste dire effectivement on va appeler Anne ou Aurore. Pour la petite anecdote, j'étais un peu surpris d'avoir un manager qui me dit « Oh là 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 là, j'ai un client qui me pose une question, tu sers à quoi ?» Je dis « Comment ça, tu sais pas expliquer ce que je fais dans l'entreprise ?» Pour un manager, c'est embêtant. Donc voilà. Oui, commençons effectivement par expliquer le rôle de chacun. Solène, donc l'existence même d'un poste RSE, finalement, ça ne suffit pas complètement. Il faut que ça soit suivi de soutien de la part de tout le monde. Oui, c'est de soutien et c'est surtout que ce que vous venez de dire, c'est qu'ils soient convaincus. Et pour convaincre, il faut montrer quelle est l'utilité de nos métiers, de ce qu'on va infuser auprès des équipes et auprès également des clients, puisque finalement c'est eux les décideurs pour un événement. Donc c'est de réussir à les embarquer en les sensibilisant et avec beaucoup de pédagogie, en expliquant pourquoi on insiste pour faire de telle façon et plus de cette façon, et à quoi ça sert, quel est l'impact de ce qu'on fait. Sinon on a juste l'impression de leur dire non, on ne va plus faire comme avant, on va faire différemment et peut-être que ça va peut-être même vous coûter un petit peu plus de temps et un peu plus d'argent, et dans ce cas-là on crée de la frustration. Victoria, tu disais que tu es dans une petite, grosse agence, ou je ne sais plus dans quel sens, mais en tout cas une agence à taille humaine. Est-ce que ça aide de pouvoir parler à tout le monde avec cette taille-là? Ouais, ça aide, surtout que moi je suis toute seule sur ce sujet-là au sein de l'agence. Donc j'embarque d'office toutes les équipes de production, la direction. Je cherche aussi du soutien sur des personnes que je vise en tant que pilote sur des sujets. Ça peut être la créa, ça peut être les RH. Voilà. Donc oui, la taille facilite le dialogue, l'échange d'idées. Après, il faut aussi embarquer plus loin nos prestataires, nos clients. Donc ça ne se limite pas aux frontières même des locaux de l'agence, je dirais. Voilà. Et si je peux juste rajouter quelque chose, en fait, il faut convaincre sur le long terme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé la machine et qu'on a atteint un premier niveau, il est facile d'avoir du décrochage. Donc ça peut être un contributeur qui est fatigué après 6 ans de recherche active sur d'avoir porté tel sujet. Mais c'est pareil pour l'encadrement, en fait. C'est-à-dire, c'est super, vous êtes certifié ceci, vous avez tel label, telle reconnaissance. Et en fait, la marche est de plus en plus dure à monter. Donc c'est ça qu'il faut bien arriver à leur faire comprendre, c'est que, OK, on était au niveau or, pour parler concrètement, type EcoVadis, sauf que le référentiel et les attentes augmentent tous les ans. Et donc, tu peux prendre 6 points sur ton évaluation annuelle, mais perdre ta médaille d'or. Et ça, c'est contre-instinctif, donc il va falloir le défendre. Et voilà, donc c'est tout ça pour dire qu'une fois qu'on a mis... Alors moi, j'ai de la chance, on est 2, mais une fois qu'on a mis les moyens d'avoir une équipe à temps plein et qu'on a fixé une feuille de route, c'est sur la durée qu'il faut réussir à motiver la direction aussi en premier lieu, parce que la suite n'est pas plus simple, vraiment pas. Et là où on pouvait être bien placé, on pourrait très vite perdre l'avance ou les bonnes pratiques qu'on a réussi à mettre en place.
Donc voilà, ça c'est arrivé. Voilà, on est très bien, mais demain on sera plus bien. Et ça, faut le faire anticiper, ouais. Si je peux me permettre, pour rebondir sur ce que tu dis, d'embarquer les équipes et sur la réponse aux attentes des équipes. Tu parlais d'Ecovadis en exemple, mais c'est aussi du coup de montrer aux équipes quel est l'impact de leur travail, parce que les labels, les normes, ça nous rassure, ça nous donne une très bonne ligne directrice, mais c'est aussi de dire aux équipes, en fait, tout le travail que vous faites tout au long de l'année à chercher des solutions qui sont impactantes, on a réussi à réduire de X, ou on a réussi à faire travailler X personnes issues de l'insertion professionnelle, et donc ce que vous faites, ça a de l'impact et c'est pas juste un énième titre qu'on met et qui dit oui, c'est bien, l'événement a été engagé, mais qu'est-ce que vous avez concrètement fait et quels sont les résultats? Alors oui, mais en fait, moi, je parlais simplement, quand je disais les attentes augmentent, je parlais des attentes pour le coup client et je parlais des attentes des normes, des référentiels. Donc les deux volets sont tout aussi importants, mais je parlais juste de critères de comparaison sur les appels d'offres, de comment on concrétise et on rend crédibles nos engagements et voilà comment on conserve notre avance marketing ou enfin voilà de différenciation. Mais tu as raison, il faut aussi évidemment tenir compte du fait que les attentes de tous nos acteurs et collaborateurs en premier lieu évoluent. Et moi là j'essaie d'expliquer que les attentes clients, les attentes des normes, des législations, celles-là aussi augmentent en fait. C'était ça mon point de vue. Ouais, donc il ne faut jamais relâcher les efforts. On n'a pas le temps. Qu'est-ce que vous rencontrez le plus en interne? Est-ce que c'est de la résistance passive ou de l'enthousiasme mou? C'est pour moi. C'est deux bonnes conjugaisons là. Je dirais la deuxième, je me souviens plus. L'enthousiasme mou. Ouais. Non, je vois pas de forme de résistance dans participer à la RSE et conduire la RSE sur tous les projets en tout cas je parle de l'agence Marcadet. Ouais, je dirais qu'il y a parfois un peu de côté un peu mollasson, mais du coup je suis là pour justement rendre ça vivant et dans la durée, voilà, projet après projet, en amont, pendant et après chacun des événements qui passent. Il y a aussi peut-être parfois le souci du tunnel des événements à certaines périodes de l'année où c'est vraiment chargé et du coup j'essaye de faire en sorte que la RSE, ça passe pas à la trappe, quoi. Mais donc voilà, c'est sur du long terme. Solène, tu me disais donc que chez ECO, l'engagement des équipes, ça fait partie de la fiche de poste. C'est demandé dans la fiche de poste. Donc finalement, pour toi, c'est un petit peu de la triche. Tu n'as plus rien à faire. Oui, et puis d'ailleurs, on ne fait pas du tout d'événements engagés, enfin, c'est juste dans la fiche de poste. Non, plus sérieusement, oui, chez ECO, ça fait partie de nos valeurs et du coup, on va chercher des collaborateurs qui sont, eux, déjà engagés, que ce soit sur les chefs de projet, mais également sur les fonctions support. Donc, on n'a pas de travail pour convaincre de l'utilité. Par contre, ça fait partie de l'amélioration continue, de toujours chercher des solutions. Et tu parlais tout à l'heure aussi de la charge de travail. Donc c'est aussi de dire aux chefs de projet, il existe d'autres solutions et il faut qu'on prenne le temps. Et on prend le temps tous ensemble de trouver des solutions, de tester des nouvelles solutions qui arrivent sur le marché, comme on peut retrouver aujourd'hui sur ce salon. Donc c'est plutôt sur cette partie où on a besoin de s'alimenter et de s'animer en permanence. Anne, toi, avec ta casquette terrain, production, est-ce que ça change quelque chose d'être avec les équipes sur le terrain? Alors malheureusement, je ne peux pas être sur le terrain avec toutes les équipes. J'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Oui, ça change quelque chose. À la base, mon métier, c'est directrice de production. Donc j'ai une certaine légitimité. Quand je demande aux gens de faire les choses, je ne leur demande pas des choses que je sais impossibles à faire.
Donc, ça me donne une certaine légitimité, effectivement, d'avoir cette connaissance du terrain. Alors moi, chez moi, j'ai envie de te répondre aucune des deux parce que la résistance, elle est vraiment pas cachée. Elle est là. Et l'enthousiasme, il est là aussi. Donc, c'est plus on fait semblant de pas t'entendre. C'est clairement, on veut bien te suivre ou clairement, ça nous ennuie. Certains participants dans notre écosystème qui sont peut-être un peu plus frileux, sans faire de généralité, c'est en ce moment plutôt les freelances. Et je ne leur jette pas la pierre parce que c'est extrêmement compliqué de s'adapter à toutes les attentes de toutes les agences dans lesquelles ils passent, d'arriver sur du court terme et de devoir attraper une méthodologie au vol, faire comme si, parce que chez Auditoire c'est comme ça par exemple. Je comprends que ce soit frustrant, plus compliqué. Et nous, ça fait partie des difficultés qu'on a, c'est d'arriver à sensibiliser tout le monde, à embarquer tout le monde dans nos outils, nos méthodes, nos façons de voir les choses, y compris les freelances. Donc voilà. Mais en tout cas, non, pour nous, c'est les personnes qui sont moteurs et porteurs le font vraiment à fond. Et on a quand même moins de réfractaires parce que globalement, c'est assez mature et c'est infusé. Et moi, je vois un formidable levier dans ce métier. En tout cas, c'est la partie que je préfère. C'est la transversalité. Je pense que je suis, avec mon équipe, les personnes qui travaillent avec le plus d'acteurs de l'agence. Et surtout, ça revalorise les fonctions support. Donc voilà, malheureusement, il faut encore un responsable RSE pour qu'on prenne au sérieux la politique sociale de la DRH. Mais le truc, c'est que si c'est moi qui la pousse, elle va être validée. Si c'est la DRH, elle va être mise au placard. Voilà, donc on en est là. Donc les services généraux, l'informatique, en fait, on travaille vraiment tous ensemble et ça a remis de l'esprit d'équipe et ça a remis des objectifs communs. Et voilà, on va beaucoup plus loin en travaillant tous ensemble et à travers les ambitions RSE, on y arrive. Je pense que c'est ça qui fait du bien à tout le monde aussi. Victoria, tu me disais que pour sensibiliser les équipes, peut-être une des clés, ça pouvait être d'aller les sensibiliser aussi en dehors de l'événementiel, avec des fresques ou ce genre de choses. Est-ce que c'est une manière d'aller chercher derrière le collaborateur l'humain et un engagement un peu plus profond? Oui, tout à fait. C'est penser les sujets de RSE au-delà du bureau et du cadre du travail. C'est réfléchir ensemble, fédérer des équipes autour de valeurs éthiques, environnementales, sociales. Donc ce genre moi je suis assez friand de ce genre d'ateliers, de possibilités de se réunir, d'échanger sur des idées, des préjugés, des convictions que chacun et chacune on peut parfois avoir sur certains sujets voilà, je trouve que c'est un cadre plutôt sympa pour embarquer et continuer de mobiliser au-delà du cercle fermé des équipes et du travail au jour le jour dans les bureaux. Alors on va maintenant parler un peu de nos clients, des annonceurs. Allez, deux choix, ça avance ou ça recule? Ça recule. Je ne suis pas d'accord. Non, je pense que tous les clients n'ont pas la même maturité sur ces sujets-là. Mais depuis quand même 4 ans, 5 ans, on ne voit plus passer un appel d'offres qui ne contiennent pas des points RSE. Après, il faut s'adapter à la sensibilité du client qui peut être différente, plutôt biodiversité, plutôt sociale, plutôt environnementale, voilà. Mais je trouve, moi, que ça avance. Il y a encore des totalement réfractaires qui vous disent que eux, la RSE, ça ne les intéresse pas, ça c'est clair. Mais on n'en a plus beaucoup et justement, notre rôle, nous, en tant que responsable RSE, peu importe le titre qu'on est, c'est de pouvoir insuffler malgré tout vers ces clients-là des petites touches. On va y arriver. C'est un long chemin, mais je suis optimiste. Non, mais là où je dis que ça recule, c'est que moi, je regarde les appels d'offres et je regarde les productions.
Très concrètement, le plus gros pourcentage qu'on ait eu dernièrement sur un marché cadre, c'était 30% de la note d'un référencement, donc pour un accompagnement de 4 ans, 30% RSE. Bravo, super note. Sauf qu'ensuite, on travaille pendant 4 ans avec plein d'entités de ce grand groupe de luxe qui n'applique pas sa méthodologie d'appel d'offres, qui ne nous demande aucun questionnaire à remplir, qui n'assure pas son suivi. Voilà, donc moi j'ai un problème entre une acheteuse qui me dit il va falloir fournir un bilan carbone et il va falloir un accompagnement RSE, et la cliente commanditaire dans une direction com ou marketing qui dit à l'équipe opérationnelle oui, ce qu'elle t'a demandé on s'en fout, moi j'ai pas envie de le faire, donc on va pas le faire. Voilà, donc ça discrédite l'ensemble de la démarche, ça discrédite notre poste, ça discrédite toute la méthodologie, voilà, on n'est pas attendu en fait sur la mise en application. Au-delà du fait que l'accompagnement c'est le premier poste qui va sauter en phase de négo, mais voilà, donc faire des achats responsables pour avoir un label parce qu'on est au CAC 40 et qu'on est obligé de l'avoir, moi ça me dépasse, franchement, voilà. Donc moi c'est ça mon... Donc quand c'est comme ça, j'explique aux équipes, écoute, je vais faire le méchant flic. C'est sympa de me l'avoir dit, je vais appeler l'acheteuse. Moi, j'ai été à ton poste, je sais que tu ne vas pas te fâcher avec ta cliente au quotidien, je sais que tu dois répondre à ses attentes à elle parce que c'est ton commanditaire direct. Mais moi, j'ai pris un engagement d'avoir un accompagnement, une stratégie RSE sur l'événement, etc., etc. Donc, je vais faire le méchant flic, je vais appeler l'acheteuse. Puis, ils vont régler leur compte entre eux. Mais en fait, on a des engagements à tenir en phase d'appel d'offres et ensuite à les mettre en application. C'est pour ça que je suis un peu fâchée. Voilà. Mais on n'a quand même pas la RSE dans tous les appels d'offres. C'est un peu mieux, mais pas encore. Alors, tu anticipes sur ma question suivante, mais c'est très bien, c'est très bien. Avec les clients, est-ce qu'il faut être tigre militant ou caméléon qui s'adapte, quitte parfois à laisser passer ce qu'on ne devrait pas? On peut faire un entre-deux, on peut être le tigre qui s'adapte. Allez, je te l'accorde. Je pense que c'est bien comme ça. Non, il faut être force de proposition, en fait, vis-à-vis du client. Alors, je te rejoins, c'est vrai que souvent, ils vont nous dire non, parce que ça coûte un peu plus cher, non, parce que je préfère ce petit four qui vient de l'autre bout du monde. Mais si on ne leur propose pas, on n'avance pas. Victoria, toi, dans le secteur du luxe, les choses bougent peut-être un petit peu plus vite, un petit peu plus loin qu'ailleurs. En tout cas, c'est un secteur moteur. Est-ce que tu as l'impression que ça facilite les choses, que tu peux aller plus loin, ou est-ce que ils se disent c'est bien, on fait déjà bien, donc on reste là où on est? Alors, on n'a pas les mêmes enjeux RSE dans les clients qu'on accompagne sur leurs événements. Donc, leurs enjeux RSE au sein de leurs entreprises ne sont pas du tout les mêmes que sur nos événements. Mais ils comprennent, ils sont actifs là-dessus au sein de leurs entreprises, et donc ils comprennent qu'on fasse de la RSE également jusqu'au bout, jusque sur leurs événements auprès de leurs clients. Donc ça, je crois que... Ah non, pardon, ça a marché. Donc ils y voient... Il y a un intérêt à agir, une responsabilité à avoir. Ils en sont bien conscients et ils sont très contents de participer à la RSE, c'est des dépenses. Il faut, pour faire des choses et des belles choses et des choses durables, il faut aussi un côté financier derrière. Et donc, ils sont bien au courant de ça. Et quand on répond à des appels d'offres, je reprends le sujet des appels d'offres, on met en avant tout de suite notre charte RSE. Et donc, ils sont bien au courant qu'en fait, l'événement, on va le concevoir et le produire en répondant à tel et tel engagement, et qu'il y a quelqu'un derrière aussi pour vérifier de A à Z ce qui s'y passe, c'est-à-dire moi. Solène, toi aussi, chez EcoEvents, avec cette étiquette engagée, tu as affaire à des clients qui savent à qui ils s'adressent. Ils ne viennent pas chez vous par hasard, toute ressemblance étant complètement fortuite. Mais en tout cas, est-ce que ça ne met pas un challenge encore plus loin
finalement pour qu'il soit encore plus moteur et que ça fasse bouger toute la filière? Si, alors je modère un petit peu ce propos. Oui, on a des clients qui viennent nous voir pour cette première raison, et il y a des clients qui viennent nous voir pour cette raison, mais également d'autres raisons, et donc avec lesquels on a besoin d'avoir un peu plus de pédagogie pour les embarquer. Et il y a des clients qui nous stimulent. C'est pas uniquement les agences, comme c'est pas uniquement les agences qui stimulent qui challengent les prestataires. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est de pouvoir ensemble se poser les bonnes questions et trouver des solutions, que ça vienne des clients, du prestataire ou de nous. J'ai envie de dire, tant que la solution est trouvée, c'est ce qui importe. Alors, il y a un élément qui peut faire partie d'ailleurs des critères de choix des clients, c'est les labels, les normes. Alors, première question, petit tour de table rapidement. Boussole ou casse-tête? Boussole. 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 Une petite boussole. Petite boussole. Non, c'est important, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Et j'ai parfois le sentiment qu'on passe beaucoup de temps sur ces sujets, alors qu'on a plein d'autres choses à faire pour avancer plus vite. Boussole. Mais quand même, à titre d'exemple, quand on est relancé par une acheteuse d'un grand groupe du CAC 40 de l'automobile qui nous a jamais parlé et qui nous dit « Bonjour, je suis madame l'acheteuse, vous n'êtes pas à jour d'Ecovadis, quand puis-je avoir votre certificat ?» D'accord, mais on peut peut-être se parler d'autre chose. Non, j'ai besoin de votre certificat à jour. Et pas de son, pas d'image de toute l'année de collaboration, elle veut juste le certificat. Voilà. Oui, c'est un peu comme le bac, on ne sait pas ce qu'on en fait après, mais il faut l'avoir. Non, mais là c'est décevant. Là, c'est pas motivant, ouais, en effet. Alors, c'est effectivement beaucoup de temps passé. Et puis, comme tu disais, tous ces référentiels, ils bougent très, très vite. Donc, est-ce que ça oblige à s'améliorer sans cesse, ou est-ce que ça oblige à montrer et à mesurer sans cesse? Alors, non seulement ça bouge très, très vite, mais il y en a de plus en plus. Et en fonction de clients, ils nous demandent d'autres référentiels. Ça devient un tout petit peu compliqué. Alors oui, ça nous permet de s'améliorer, de chercher l'amélioration, mais à un moment, on est un peu submergé par les demandes. Et surtout, est-ce que ça risque pas on risque pas de perdre en lisibilité, un peu comme dans la grande distribution où finalement, voilà, chacun a son label, donc au bout d'un moment, on ne sait plus si c'est sérieux ou pas, et puis en fait, quel sujet ça adresse, parce que les labels adressent différents sujets. Déjà, il faut différencier les labels des normes. Les labels sont souvent privés et la norme a pour objectif de mettre un cadre dans lequel on a la possibilité d'agir et d'aller sur les sujets que l'on souhaite et de s'améliorer sur les sujets que l'on souhaite. Donc c'est important, je pense, que tout le monde ait bien ça en tête. Et sur les demandes des clients, effectivement, il y en a de plus en plus, et je vous rejoins sur le fait de dire à un moment donné, on n'a pas besoin de répondre à 12 labels et 12 normes différentes pour montrer qu'on est engagé. Toutefois, ça évite une certaine forme de greenwashing. Et sur la multiplicité des labels et des normes qui apparaissent, qui s'y repère aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne suis même pas sûre en réalité que tous les acheteurs aient une lisibilité claire dessus. Par contre, demain, se dire on se base sur quelques labels et quelques normes qui sont vraiment challengeants et qui poussent et que ça devienne un cadre de référence, ce serait bien mieux. Mais c'est un petit peu ce qui s'est passé comme dans la grande distribution, avec aujourd'hui un Nutri-Score qui apparaît et qui devient la référence. Et peut-être qu'il fallait qu'on passe par cette période où on a beaucoup de labels et beaucoup de normes pour finir par se recentrer dans un temps 2, quand on aura un petit peu tout écumé. Mais au-delà de ça, ce qui est frustrant aussi, c'est qu'il faut tenir compte et du contexte et de la taille de l'entreprise à laquelle l'acheteur vers qui il se tourne. Moi, je suis la seule dans l'entreprise qui peut me permettre de dire
Attendez, je vais juste vous dire un truc. Alors, désolé, mais Auditoire est une PME. Je me fais taper sur les doigts, mais Auditoire Paris est une PME. Et à ce titre, oui, on est 140, oui, on est 2 en RSE, mais on peut quand même pas tout faire. Et quand on a une entreprise cotée en bourse qui attend de nous qu'on soit SBTial, Carbon Disclosure Project, ceci, cela, et qu'on parle à l'acheteur en lui disant « expliquez-moi juste pourquoi », la réponse c'est « dans 2 ans, nous ne pourrons plus travailler avec vous si vous n'avez pas initié votre trajectoire SBTi ». Je lui dis « d'accord, sur quels critères ? Quel est le panier moyen de vos fournisseurs que vous avez fixé ?» La réponse c'est 300 000 €. Moi j'ai répondu à l'acheteur « je suis désolée, je ne suis pas le livreur de papier toilette ». Voilà, désolée, j'y vais cash, mais 300 000 €, c'est un tiers d'un de vos événements et on en produit plusieurs pour vous par an. On ne peut pas se passer de vous en tant que client et en même temps, vous ne pouvez pas attendre de nous qu'on parte dans toutes les trajectoires, dans toutes les initiatives, etc. Donc ensuite, c'est de la négo, on explique et on essaye de défendre un peu nos intérêts. Et c'est pas qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on fait déjà des choses et que à mettre trop de contraintes dans ce qu'on attend de nous, je suis pas sûre que ce soit très efficace. Et alors, paradoxalement, avec tout ça, est-ce que vous aussi, vis-à-vis des prestataires, les normes, les labels, est-ce que c'est pas quelque chose que vous leur demandez et eux, avec finalement les mêmes difficultés, donc ça se répercute tout au long de la chaîne? Anne ou Solène? Si, mais c'est ça qui est aussi... C'est une critique et c'est en même temps ce qui nous permet de nous améliorer, de nous challenger. Là, tu faisais écho à 12 demandes différentes de la part des clients et qui sont en plus au CAC 40 et par rapport à nos agences. Mais on a également, sans aucun doute, parfois été challengé par nos clients où on a un petit peu râlé, puis finalement on l'a fait. Et ça s'est plutôt bien passé. Il y a des choses qu'on referait différemment. Et on demande effectivement à certains prestataires, ça fait partie du cahier des charges des clients et ça fait partie de nos cahiers des charges pour les prestataires. Après, il faut savoir aussi choisir ses combats et où est-ce qu'on a envie et où est-ce que c'est surtout nécessaire de mettre son énergie. Je pense que demain, on bosse avec... un traiteur qui n'a pas 70 salariés, on va plutôt lui demander de respecter un cahier des charges en étant bas carbone, en respectant la parité visible pour les participants, plutôt que de lui demander son label à tout prix ou sa norme à tout prix. C'est là où il faut aussi placer le curseur par rapport à la taille, et je te rejoins entièrement. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a des prestataires qui ont aussi des tailles très très différentes. On parlait, tu disais qu'Auditoire était une PME, mais on travaille avec des prestataires qui parfois ont même pas 20 salariés. Et pour autant, on comprend bien, on le sait, nous, vu le travail que ça nous demande, qu'on ne peut pas leur demander d'avoir des labels, des normes ISO et des choses comme ça, parce que ça représente beaucoup de travail pour eux. En revanche, nous, notre rôle, enfin, comme ça moi je le considère, c'est d'aller voir ce que font concrètement ces petites structures qui, même si elles ne sont pas labellisées, peuvent faire des choses formidables. Donc, oui, c'est vrai que quand on leur demande, on les fait progresser eux aussi, mais ça répond peut-être aux 2 questions. La labellisation n'est pas une fin en soi. Et le côté héros serait plutôt d'accompagner dans la conduite du changement et pas cet esprit de bourreau, justement. Oui, je dirais qu'il faut travailler en bonne intelligence. Il faut être, discuter des problématiques en amont des événements et puis aussi lors des retextes, pouvoir aussi discuter des pistes d'amélioration. Des enjeux qu'eux-mêmes y rencontrent au sein de leurs entreprises. La multiplicité des normes et des labels, elle est tout à fait louable, mais il y a une question de cohérence, il y a une question de moyens humains, de moyens financiers aussi parfois, quand je pense aux labels notamment. Ça reste notamment pour la norme ISO 20121, une démarche d'amélioration continue, c'est quelque chose de volontaire, donc on le fait parce qu'on en a envie, parce qu'on se sent aussi d'avoir les moyens humains pour le travail là-dessus. Donc
faut rester cohérent. C'est parfois aussi assez chronophage de répondre à tout ça. Ça demande beaucoup de temps. Donc, voilà. Alors, depuis les Jeux Olympiques, il y a quand même eu un mouvement chez beaucoup de prestataires. Il y a pas mal de choses qui ont bougé, qui ont changé. Est-ce que la filière, dans son ensemble, est assez engagée aujourd'hui? Est-ce que vous attendez plus de propositions? Au niveau des prestataires, c'est Chez là les la question. prestataires, Il y a eu de grandes avancées qui ont eu lieu ces dernières années au niveau des prestataires, que ce soit les prestataires techniques, que ce soit les décorateurs notamment, puisque c'est un des postes d'impact quand même assez fort. Je pense que cette démarche était engagée avant les JO, en fait. Là, on est vraiment sur un travail au long cours depuis plusieurs années. Alors peut-être que les JO ont peut-être rendu plus visible. Plus visible et leur a peut-être permis de se structurer, effectivement, comme dit Aurore. Mais je pense que ça date d'avant les JO. Et comment, avec votre casquette, votre rôle, comment faire bouger les choses chez les prestataires? Comment les accompagner pour que les choses s'améliorent, qu'ils aillent un peu plus loin? Parce que parfois, il y a des prestataires qui peuvent vous être imposés, avec lesquels vous n'êtes pas forcément raccord sur tout. Du coup, comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que c'est le bras de fer? Non, je suis comme Victoria, je pense que c'est vraiment le dialogue, c'est-à-dire que d'une contrainte, on peut refaire une opportunité, un peu comme tu le disais. Il faut bien préparer, il faut prendre le temps de préparer, il faut rendre des comptes régulièrement, débriefer après, se réjouir des réussites, relever les manches ensemble quand c'est plus dur. Et ça, globalement, ils nous ont toujours suivis, avec ou sans RSE. C'est de toute façon un secteur complètement fou, donc on est habitué à le faire tous ensemble. Mais ils font déjà beaucoup. Il faut en effet qu'on soit cohérent dans ce qu'on leur demande. Et en effet, quand on a réfléchi à la remise à plat de notre politique d'achat responsable, on a fait super attention à ça. On ne veut pas leur demander trop, on ne veut pas leur demander des choses irréalistes ou compliquées. On préfère qu'ils nous donnent des vrais leviers d'action sur les briefs opérationnels qu'ils reçoivent, sur des projets en particulier, plutôt que de savoir si ils ont des cyclopeurs dans leur bureau. Enfin, voilà, des choses très concrètes. Parce que nous, ça nous arrive tellement de répondre à des questionnaires débiles qu'on ne veut surtout pas le faire. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Non, mais désolé, appel d'offres événement digital, le questionnaire de l'acheteur, c'est combien imprimez-vous de photocopies par an chez Auditoire? Mais on s'en fout. Enfin, sincèrement, cette question n'est pas pertinente pour l'appel d'offres. Donc, il faut mettre de la crédibilité, il faut faire des demandes crédibles pour être tous crédibles. Et ça passe à tous les niveaux, de l'annonceur à l'agence, de l'agence au prestataire, du prestataire au sous-traitant, etc. Il faut qu'on remette du sens dans tout ça. Sinon, on va s'épuiser, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous freine, qui vous empêche d'aller aussi loin que vous auriez envie? Alors, on a parlé du temps tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose? Du temps, oui, pour trouver des solutions, mais ça passe également par le temps de récolter les données. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est on arrive à mesurer l'impact qu'on a, notamment sur le carbone, et du coup, c'est très factuel, et on peut expliquer à un prestataire ou à un client, mais en fait, de telle façon, tu vas réduire de X%, et du coup, dès qu'on parle de chiffres, ça va généralement beaucoup mieux. Par contre, sur le social, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, c'est compliqué de mesurer l'impact social, et ça, c'est peut-être du temps, mais du temps long terme qui nous manque, et de savoir comment on va réussir à le mesurer pour embarquer ensuite aussi que ce soit les prestataires, les clients, enfin toute la chaîne d'achat. Aurore, toi, qu'est-ce qui te manque? Moi, j'aimerais que la stratégie d'impact, elle soit un petit peu plus intégrée dans la stratégie business, dans la stratégie de développement, dans la stratégie de communication, et ça dans toutes les entités. Victoria? Moi, j'ai peut-être pas assez de recul pour répondre à cette question, parce que je suis en poste depuis peu de temps, mais
Moi, c'est vrai que je suis très sur... ce qui me frappe, c'est l'anticipation. Et je suis arrivée sur des événements là, qui sont déjà en production. Donc, il y a j'ai une vision long terme et sur l'aspect conception aussi, pour anticiper tout ce qui peut se passer post-événement, pendant événement et post-événement. Donc, ouais, moi, j'ai une problématique de temps et peut-être de moyens humains aussi. Je suis seule dans ma petite barque, mais c'est pour ça que mobiliser les équipes, rendre des personnes aussi pilotes et être en lien étroit avec la direction vis-à-vis notamment des clients, c'est un vrai plus, quoi. Alors oui, tu vas nous parler de effectivement, du temps, on manque de temps. Je pense que c'est la grande richesse des années à venir, ce sera le temps. Et puis pour revenir à ce qu'on disait au début, parfois quand même un peu de l'implication des équipes qui n'est pas assez poussée. Et comme on ne peut pas être derrière tous les projets, enfin, moi je ne peux pas, vu la taille et le nombre d'événements qu'on fait par an, voilà, il faut vraiment que cette mobilisation elle soit générale, parce qu'on ne peut pas, alors pas être bourreau, mais fliquer les gens tout le temps. C'est parce qu'on manque de temps. Oui, donc un sujet qui doit être mieux partagé. En fait, vous avez l'intitulé, mais finalement, tout le monde devrait être aussi RSE, chef de projet et RSE. Enfin voilà, chaque poste devrait avoir sa composante RSE. Comment diffuser ça mieux? J'essaie depuis de nombreuses années. Je pense que c'est en répétant les choses, en montrant qu'on peut trouver des solutions. Mais de nouveau, on se retrouve confronté. Il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, mais c'est toute la veille qu'on doit faire pour trouver ces fameuses nouvelles solutions dont tu parlais, Solène. Il faut qu'on ait le temps pour pouvoir leur proposer et pour pouvoir leur démontrer. En fait, voilà, c'est leur prouver par l'exemple. Et je pense que là, on arriverait mieux à embarquer. Donc on le fait sur plein de sujets, mais il faudrait que ce soit plus généralisé, d'après moi. Alors la bonne nouvelle, c'est que des solutions, tu vas peut-être en trouver aujourd'hui. J'espère, comme ça, tu en auras plein à partager. Aurore? Moi, c'est d'essayer de mettre en avant les équipes, en fait. L'objectif, c'est tous ambassadeurs RSE. Et quand on a des super cas d'école, de leur trouver un moment pour les mettre en avant. En fait, l'objectif, c'est qu'il y ait des parties RSE dans les présentations agences où ce ne soit pas l'équipe RSE qui parle. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, Chloé, super chef de projet, qui a fait une super scénographie éco-conçue avec Edwin, etc. Et c'est eux qui parlent. Et en fait, on les challenge un petit peu. Et en plus, j'avoue, je suis en train d'essayer de mettre en place des objectifs RSE dans les évaluations annuelles, voilà, pour que ça devienne un petit peu plus challenging, encore plus, et que les managers puissent vraiment s'emparer de cette évaluation-là et d'être obligés de s'y mettre aussi. Donc, c'est pas une carotte, il n'y a rien à la clé, ça fait partie des compétences qu'ils doivent aujourd'hui acquérir. Et faut pas se dire que les juniors sont forcément les plus à même d'être prêts à le faire. On a aussi des personnes en fin de carrière qui disent « Ah, enfin, on va revenir aux bases et enfin, on va se reposer des questions ». Donc, voilà, ça dépend vraiment de l'appétence de chacun et de l'envie de renouveau ou de qu'est-ce qu'on veut apporter à ce métier. Quelles lunettes on veut mettre pour aborder ces missions, quelle que soit sa fonction. Alors, je voulais qu'on termine cette table ronde avec quelques pistes très pratiques, des conseils que vous avez envie de partager sous forme de portrait chinois. Si vous étiez une bonne pratique RSE à généraliser dans tous les événements, vous seriez quoi? La bonne gestion des poubelles. Ça, c'est la base. L'anticipation de la seconde vie des scénographies. Et du coup, ça rejoint ton idée, l'éco-conception du projet. Et pour compléter, se poser la question sur quelle est l'utilité de chaque achat
à quoi il va servir concrètement avant, pendant, après l'événement, pour pouvoir acheter responsable tout le temps, social et environnemental. Un lieu de rêve pour un événement durable, ce serait quoi? Alors Neurion, parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant, donc je vais laisser la surprise de Solène et moi je vais répondre le parc floral pour faire plaisir à Nico. J'ai réfléchi et c'est pas simple. C'est pas simple parce que j'avais envie d'un lieu proche de la nature pour que les participants puissent être sensibilisés, mais du coup ça veut aussi dire un lieu qui est en éco-socio-conception pour pas venir impacter l'endroit où on est. Et puis finalement je me suis dit que c'était peut-être un lieu où les participants pouvaient eux-mêmes agir et du coup se rendre compte du bénéfice et de l'impact qu'eux-mêmes pouvaient apporter dans un événement plutôt que juste de les sensibiliser mais de les rendre acteurs. Voilà. Et pour terminer, l'émotion que doit faire ressentir un événement vraiment responsable. Est-ce qu'il faut plutôt aller chercher un peu l'électrochoc ou au contraire être très positif? Alors je pense qu'il faut être très positif et est-ce que ce ne serait pas la fierté qu'il faudrait obtenir avec un événement très responsable? Je ne sais pas si c'est une émotion, mais moi j'aimerais de l'alignement. C'est-à-dire qu'on soit participant, prestataire, agence ou commanditaire, qu'on vive un événement avec lequel on se sente aligné, cohérent. La troisième session de pitch va débuter dans 5 minutes. Moi, je dirais l'élan. L'élan d'être inspiré pendant l'événement et de ressortir de là en se disant ah ouais, c'était bien d'être dans un événement éco-responsable le plus possible. Ouais, la conviction, finalement, qui résume un petit peu ce que tu viens de dire. Fierté, élan, conviction, et ben c'est sur ces mots très positifs et enthousiastes qu'on va terminer cette table ronde. Merci à vous pour vos interventions, merci de nous avoir suivis.